L'invité du jour. Depuis 92 jusqu'à la veille de l'accord de Paris, le problème principal qui a retardé un petit peu le processus de gouvernance mondiale du climat, c'est cette question de justice climatique. Ça sur le plan international. C'est que les pays en voie de développement, les pays émergents, refusent de participer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre auprès des pays développés ou avec les pays développés parce qu'ils ne sont pas historiquement responsables sur le changement climatique. Mais bien qu'ils ne soient pas responsables du changement climatique, ils subissent gravement les impacts et les implications de ce problème. Et donc là, il y avait une sorte de chantage, c'est que la plupart des pays développés comme les États-Unis, la Russie, etc., ont refusé d'adhérer au protocole de Kyoto et de réduire leurs émissions parce que ils disent que maintenant les pays émergents émettent plus de carbone que nous, donc on fait l'impasse du côté historique des choses. Et deuxièmement, si on s'engage dans la réduction des émissions, les pays émergents vont nous dépasser sur le plan économique et technologique, etc. Donc ce sont des considérations géostratégiques. De l'autre côté, les pays en voie de développement, les pays émergents disent que nous ne sommes pas responsables historiquement des problèmes, mais si vous voulez qu'on s'engage dans le domaine de l'atténuation, il faut que vous nous aidiez sur le plan adaptation. Parce qu'on est obligé de s'adapter avec les impacts du changement climatique, mais on n'a pas les ressources suffisantes. Toutes nos ressources sont dédiées au développement, à la gestion des problèmes classiques. Donc, faites un geste et on peut s'engager. Donc c'est ça, depuis 1992 jusqu'au 2015, c'est le débat qui a dominé les négociations et les COP et qui relève de la question de justice climatique. En fait, le changement climatique était, une opportunité pour bien saisir la fracture qui existe entre les pays du Nord et les pays du Sud, et même entre les pays du Sud également, pendant les pays émergents avec les pays en voie de développement, les pays moins avancés. Et donc, à un moment, on a commencé à délaisser un petit peu ce discours de Nord-Sud. Le changement climatique a réimposé la problématique Nord-Sud dans l'agenda international depuis 1992. Et donc, le changement climatique était vraiment un objet de discorde entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ça de manière générale. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que même au sein des pays du Sud, il y a des pays qui ne veulent pas que le changement climatique soit gouverné de manière très avancée. Prenons l'exemple des pays producteurs du pétrole, qui relèvent du Sud, qui parfois ont la possibilité d'être en alliance avec des pays développés juste pour bloquer un petit peu le processus. Okay? D'un autre côté, les cadres d'alliance qui représentent les intérêts du Sud, comme par exemple le G77 plus la Chine, qui a été formé depuis les années 70, a été vraiment très très influent durant toutes les négociations sur le changement climatique depuis 1992 jusqu'à maintenant. Et le groupe G77 plus la Chine, c'est déjà un groupe qui a été mis en place depuis le début dans cette perspective de fracture entre le Nord et le Sud. Donc il a trouvé un terrain fertile également dans les négociations climatiques multilatérales. Mais il faut avouer que cette perspective de Nord-Sud a facilité un petit peu la prise d'un ensemble de décisions au niveau des négociations climatiques. Un exemple à donner dans ce sens, c'est le principe de responsabilité commune mais différenciée. Ce sont les pays du Sud qui ont imposé
ce principe. C'est un principe qui est très fort. Ça veut dire, on a un problème commun qui est le changement climatique. Tout le monde doit contribuer à gérer ce problème, mais pas de la même façon. Parce qu'on n'en est pas le responsable. Actuellement, on n'émet pas le carbone de la même façon. Nos niveaux de développement sont différents. Nos ressources également, ou le niveau de ressources sont différents. Donc, les solutions ou les actions qui doivent être entreprises par les différents pays doivent être différenciées. Le Maroc se place également dans cette perspective. Je vous donne un exemple très simple. C'est que au début de l'année 2015, en amont de l'adoption de l'accord de Paris, le Maroc a soumis sa contribution nationale qui s'appelle NDC, où il a adopté deux scénarios. Le premier, c'est que on va participer à l'atténuation, on va atteindre un objectif de réduction de tel ou tel tonne de carbone. Ça, c'est le premier scénario, c'est bien. Mais on a un deuxième scénario, c'est de garder le statu quo. On ne va rien faire. Donc, quelle est la différence entre les deux scénarios? On ne va rien faire si on ne reçoit rien. C'est très simple. Puisqu'on a le statut de pays en voie de développement, on a le droit, bien sûr, d'être gâté. Et donc, c'est presque le même mécanisme avec lequel la plupart des pays en voie de développement fonctionnent maintenant. Et ça relève également de ce que vous avez indiqué comme justice climatique. La mise en place du fonds du climat relève également de la justice climatique. Ce fonds doit être alimenté par les pays développés à hauteur de 100 milliards de dollars pour financer les actions entreprises par les pays en voie de développement dans toutes les réponses au changement climatique, adaptation, atténuation. Et donc, vous voyez que la justice climatique, comme référentiel, a été mise en pratique par l'adoption de ces principes de manière évolutive. Par exemple, l'accord de Paris a adopté une clause qui s'appelle perte et dommage, loss and damage, qui va ouvrir bien sûr une fenêtre, une porte pour les pays en voie de développement ou les pays gravement impactés par le changement climatique pour demander des dommages dans le futur. Malgré que l'accord de Paris n'a pas bien développé la clause pour qu'il ne soit pas assorti des mécanismes de compensation. Mais au moins, on a adopté le principe. Peut-être dans les prochaines négociations, on peut aller de là.